Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver sur cette conf conclusive, dirons-nous, de cette journée. Alors oui, madame, ne vous inquiétez pas, c'est un, comment dire, c'est une programmation aussi jeune public, mais peut-être aussi la conférence qui sera, vous nous pardonnerez, on va peut-être pêcher par technique, hein, peut-être la conf la plus adulte, quoique on serait très heureux d'avoir des questions, notamment de jeunes publics, autour des idées reçues, autour du journalisme, de l'information. Alors, quoi de mieux en fait que de remettre en question ce qui est diffusé dans la presse, on va dire officielle, locale, la presse manipulée, la presse à la solde de Macron, à la solde de Hollande ou à la solde de Sarkozy. Enfin, vous les connaissez ces discours qui disent qu'en fait toute ligne écrite, toute moindre petite tache d'encre sur du papier, tout brin de voix qui passe par la radio serait forcément manipulé par des grandes marionnettes derrière. Donc on va essayer de décortiquer ces idées reçues, qui en est une parmi tant d'autres, et pour ça on a un plateau quand même assez, je dirais, solide, avec Monsieur Éric Valmire, directeur de l'information de Radio France. Bonjour Monsieur Valmire. Bonjour. Ah, Antoine, micro rouge s'il te plaît. Là c'est mieux. Là c'est beaucoup mieux. On peut se tutoyer. Hein. Très bien. Bien bonjour à tous. Moi je suis là vraiment pour répondre aux questions, hein, surtout. Et Sophie, je vais le dire à la base, que vous me direz si je me trompe, Arutunian. C'est pas la peine de mettre l'accent oriental à Rutunian. Arutunian, journaliste et responsable pédagogique à l'ISCPA. Qu'est-ce qui se cache derrière cet acronyme? Alors là, je crois que c'est Institut supérieur des médias et ou de la communication. Enfin, c'est une école de journalisme. D'accord, oui. Voilà. Mais oui, je le savais, effectivement. Eh bien, écoutez, sans plus tarder, sans conférer, on parlait justement avec Eric et Sophie, peut-être sous le registre de l'échange, d'échanger avec vous, si vous avez des idées reçues à travers le journalisme. Alors, on va faire un petit peu comme la conf d'avant. Si je vous dis une idée reçue sur le journalisme, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Qu'est-ce qui vous vient par la tête? Pour les auditeurs, je vais traduire ce que j'entends. Une idée reçue sur le journalisme. Allez-y, il n'y a pas de proposition bête à part celle qu'on ne dit pas. C'est peut-être pas forcément une idée reçue d'ailleurs, mais c'est une opinion que vous pouvez avoir sur ce métier-là et vous auriez envie d'entendre notre point de vue ou nos explications. Hein. C'est pas forcément un gros cliché ou voilà. Vous pouvez poser toutes vos questions en fait. Comment vous voyez le journalisme? Qu'est-ce que vous lui reprochez peut-être? Ouais. Allez-y. Je vais vous amener le micro. Je disais donc, je vais faire un peu écho à ce qu'on discutait tout à l'heure, il y a 30 secondes. C'est sur les différences de journalisme entre, enfin, sans faire de lèche, je suis très axé France Info. Au niveau source d'information, c'est quasiment un de mes points, de mes sources principales. Et quand je vois ce que vous faites à France Info au niveau information, recherche, et que je vois à côté de ça, ce qu'on disait tout à l'heure, du CNews, du BFM, etc., c'est vous pâtissez de cette image de ces journalistes. Est-ce que vous avez de votre côté, dans vos moyens, dans les cursus de formation, des moyens de lutter ou de modérer ce genre de comportement, entre guillemets, journalistique? On n'est pas là pour faire la police en fait. Et, on est déjà là pour faire notre métier le mieux qu'on peut. Et c'est pas une histoire de solidarité avec d'autres médias, mais moi franchement je suis pas là pour juger ce que fait BFM et ce que peut faire. D'ailleurs BFM c'est devenu quand même, pardon, je voudrais pas faire de l'avocat de BFM, mais c'est devenu comme ça un terme générique qui vise même pas BFM mais qui vise une certaine idée du journalisme qui n'est peut-être même pas pratiqué par BFM, qui serait d'ailleurs peut-être plus pratiqué peut-être par CNews, je sais pas, mais en tout cas c'est une valeur de chaîne Toute Info qui, je trouve qu'ils sont là un cœur de cible un peu trop facile, voilà. Je pense que BFM peut répondre aussi, ou une chaîne Toute Info, puisque on parle de chaîne Toute Info plus exactement, peut répondre à une demande précise. C'est-à-dire que quand il y a un assaut du Bataclan en 2015, entre 1h et 2h du matin, il y a 20 millions de personnes qui regardent BFM parce qu'on veut voir l'image. Mais c'est pas parce qu'on va regarder BFM pour voir l'image de l'assaut du Bataclan, pour voir la chose viralement, qu'on va se contenter de BFM le lendemain. On va lire, on va écouter la radio, on va diversifier son information. Je pense qu'il y a aujourd'hui un champ qui existe en France
sur le journalisme et où on peut se faire son idée, en tout cas d'une appréciation d'une réalité de terrain. Moi, je dis souvent que journaliste, c'est une grande responsabilité. Une grande responsabilité parce que c'est la responsabilité d'informer. Mais s'informer demande un grand investissement. On ne peut pas, quand on est citoyen, se contenter d'une notif sur un téléphone, d'un titre accroché sur une chaîne toute info, d'un truc entendu à la radio en se brossant les dents. Ça demande de l'attention. De l'attention et des sources diversifiées. Ça demande du temps. Nous, on est journalistes, on a de la chance. On peut s'informer en passant du temps à lire 2-3 heures des articles dans la journée. Mais dans la vie de tous les jours, on n'a pas le temps, ça. Courir le matin, aller au boulot, aller chercher les gosses à la gym, revenir le soir, le dîner, on est crevé, on regarde la télé, on va choper des bouts d'informations comme ça. C'est ça le problème en fait. S'informer, c'est un investissement. Et ce n'est pas le problème de l'information. Il y a en plus des sources d'information qui se sont multipliées. Il y a le problème ensuite de la source. Et donc, si s'informer, ça devient un investissement, il faut aussi savoir vers quelle source se tourner. Alors, c'est pour ça que c'est compliqué de dire qu'on va nous s'occuper. Enfin, on peut pas être. Moi, je suis pas dans le commentaire de ce que font les autres, quoi. J'essaye de faire en sorte que nous fassions notre métier le mieux du monde. Et Dieu sait que c'est déjà compliqué et qu'on fait des erreurs, on n'est pas infaillible. Donc déjà, concentrons-nous sur nous-mêmes sans juger ce que font nos voisins, quoi. Sophia Rutunian. Pour compléter ce que dit Eric, en fait, il ne faut pas non plus mettre tout le monde dans le même panier, parce qu'en fait, en vrai, dans les rédactions de BFM ou de CNews, il y a aussi des bons journalistes. Et les bons journalistes, c'est souvent ceux qu'on ne voit pas sur les plateaux, ceux qui sont derrière la caméra, qui vont tourner les sujets et qui probablement souffrent énormément de la réputation de leur chaîne aussi. Et voilà, on l'a vu au moment... En fait, les experts, quoi. Oui, c'est-à-dire qu'on voit sur les plateaux beaucoup de monde parler sur beaucoup de choses, et ce ne sont pas forcément des journalistes, ce sont souvent ce qu'on appelle des éditorialistes, mais bien difficile de faire la différence pour quelqu'un qui n'est pas dans le métier. Quand on est devant son écran, on écoute la personne qui est sur le plateau, peu nous importe si elle est journaliste, éditorialiste, on ne voit pas bien la différence. Et les journalistes de ces rédactions-là, souvent, ce n'est pas forcément ceux qui sont sur le plateau, c'est ceux qui ont tourné les reportages, et c'est ceux qui se font agresser dans les manifestations, etc., parce qu'ils ont un micro avec une bonnette CNews. Mais ces gens-là, en fait, ils sortent des écoles de journalisme, ils ont décidé de faire ce métier parce que c'est leur passion, et c'est très difficile aussi pour eux d'assumer parfois l'étiquette d'un média qui est jugé d'extrême droite. Seulement, c'est le boulot qu'ils ont trouvé. Ils se sont dit que c'était pas mal pour commencer. Et moi, quand les étudiants de mon école trouvent du boulot à CNews, je vais pas leur dire de pas y aller. Je vais leur dire bon courage, j'espère que vous serez bien traités. J'espère que vous allez pouvoir faire un métier qui vous intéresse, et puis peut-être après vous pourrez aussi aller dans des rédactions qui vous intéressent davantage. Mais voilà, derrière une marque, en fait, il y a aussi des gens et certains qui essayent de faire très bien leur boulot, et c'est pas facile, je pense, dans un tel contexte. Pour ceux qui viennent d'arriver, exactement, n'hésitez pas à lever la main pour poser des questions directement à nos invités. C'est la conf de fin, on est entre nous. Je vous en prie, monsieur. Merci. Par rapport à ce qu'a dit très exactement Éric Valmir tout à l'heure, en fait, depuis le début du 19e siècle, le temps dont nous disposons a drôlement augmenté. C'est-à-dire qu'on ne travaille plus 16 heures par jour, ni 7 jours sur 7. Donc, le temps à soi a beaucoup augmenté. En revanche, ce temps-là, on le distribue un peu n'importe comment. C'est de la responsabilité individuelle de chacun, mais est-ce qu'on peut trouver des procédures collectives, etc., pour qu'on le distribue un petit peu mieux? Je ne sais pas. C'est-à-dire qu'il faut prendre le temps de s'informer, non pas simplement pour vérifier des sources, etc. Les journalistes sont là, on les croit avec un certain doute qu'il faut, etc., mais je veux dire, on passe notre temps un petit peu n'importe comment, quoi. Comme vous avez dit, enfin, on va regarder la télé comme ça, on va choper un mot par-ci, un mot par-là. C'est-à-dire que ce truc de zapping, c'est vraiment un problème de notre époque, quoi. Donc, si vous avez des idées là-dessus, je suis extrêmement preneur. Malheureusement, non, je ne suis pas Monsieur Miracle, je n'ai pas de
J'ai malheureusement pas d'idée à répondre à ça, si ce n'est de le constater et de le constater et de même pas le déplorer, parce que c'est dans la vie individuelle de chacun. Je crois que vous avez employé le terme de responsabilité individuelle, elle est là. On peut pas inciter les gens à s'informer, on n'a pas à s'immiscer dans leur vie en fait. C'est un problème. Si les gens ont envie de se divertir et non pas de s'informer, c'est leur choix. On ne peut pas intervenir là-dedans. Mais le problème, c'est que après, effectivement, c'est dans la perception des choses, ça fausse les données. Parce que comme je le disais tout à l'heure dans l'amphithéâtre, il y a 30 ans, on pouvait très bien faire le choix de ne pas s'informer. Il suffisait de ne pas regarder la télé, de ne pas allumer la radio, de ne pas lire le journal. On pouvait vivre en ermite ou c'est un choix de vie. Aujourd'hui, encore une fois, on ne peut pas. Ne serait-ce que par les algorithmes, les notifications, les nouvelles technologies, l'information vient nous télescoper. Et si on ne sait pas l'analyser, la maîtriser, c'est un handicap dans la vie. Parce qu'on va se laisser polluer, parce que ça va influer le système de pensée, et c'est là le danger en fait. Alors, vous savez, c'est l'hémicycle jeune public, donc priorité aux enfants pour les questions. Donc, je t'en prie, tu as une question? Est-ce que c'est vrai qu'il y a des médias qui ont des affinités avec avec certains partis politiques? Et si oui, comment se forment ces affinités et de quelle manière? Il n'y a pas d'affinité avec les partis politiques. Je ne vais pas reprendre l'origine de la presse, mais elle a démarré au début du 19e siècle. Et la presse en France, c'était des avocats et des hommes politiques. Ça veut dire que c'était la case dominante qui faisait le journalisme. Donc des gens au gouvernement qui écrivaient les articles. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui une presse d'opinion. Et avec l'arrivée de nouvelles technologies comme l'imprimerie, le télégraphe, c'est les entrepreneurs de presse, donc qui étaient dans l'édition, dans le livre, qui ont décidé, avec la société civile, en réaction à cette mainmise du politique, de faire une presse qui soit différente. On a appelé la penny press, c'est un mouvement qui vient des États-Unis. Et donc en France, ce journalisme indépendant a eu beaucoup de mal à émerger parce que la presse d'opinion est restée là. Et c'est un phénomène qui a duré longtemps, jusqu'à la deuxième moitié du XXe siècle. Et les journalistes ont revendiqué leur liberté vis-à-vis du pouvoir politique assez vite. Donc depuis maintenant 50 ans, on peut dire qu'une presse indépendante existe vis-à-vis du pouvoir politique. Depuis en plus alors il y avait un truc avant qui s'appelait l'ORTF, que tu n'as pas connu, où là on pouvait penser que le pouvoir politique avait une mainmise sur les chaînes publiques. Donc aujourd'hui, France Télévisions, Radio France, non pas France Média Monde, pardon. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on pense ça, qu'il y a des partis politiques qui peuvent être à la tête d'eux. Mais non. En revanche, il peut y avoir des sensibilités politiques, et c'est pas pareil. On sait très bien que le Figaro est plutôt à droite et que Libération sera à gauche. On sait ça. Donc le lecteur n'est pas pris au dépourvu quand il ouvre son journal. Plus grave que le pouvoir politique, c'est le pouvoir économique aujourd'hui. C'est-à-dire des groupes privés qui vont s'emparer de journaux pour défendre leurs intérêts privés. Donc là, l'information peut être biaisée. Donc c'est là où il y a le problème. Et c'est pour ça que, pareil pour le service public, comme le service public a été longtemps plus ou moins proche du pouvoir politique, on pense que c'est toujours le cas. Ce n'est pas vrai. Le télévisuel public est aujourd'hui indépendant, et c'est même certainement le média le plus indépendant qui existe aujourd'hui. Donc la connexion aux politiques, tu as raison de poser la question parce qu'elle est partout aujourd'hui. Moi, dans les manifs anti-vaccins, on reproche aux journalistes de recracher tout ce que disent le gouvernement sans réfléchir. C'est pas vrai. On peut émettre cette critique, mais on ne récite pas ce que dit le gouvernement. C'est pas vrai. Seulement, les gens ont leur perception, et si le journaliste ne dit pas ce qu'il pense, alors ça veut dire que on ne raconte pas sa réalité et sa vérité, mais la réalité ou la vérité du citoyen individuel n'est pas la vérité globale et collective. Et c'est là-dessus qu'il faut intervenir. Éric a raison, mais on a quand même à Toulouse un exemple quand même assez emblématique, puisque les propriétaires de la Dépêche du Midi sont la famille Baillet. Et on sait que Jean-Michel Baillet est un politique investi, élu, qui a été membre du gouvernement. Donc ça peut poser question aussi, ça doit poser question
Ça ne veut pas dire que La Dépêche est un mauvais journal ou que le journal va prendre parti systématiquement, quoique en étant un peu observatrice de ce qui peut se faire dans la presse locale, on a pu remarquer parfois des prises de position ou en tout cas des omissions de La Dépêche sur certains sujets. Donc c'est vrai que c'est une vraie question. J'ai une petite question alors, qui est basée sur mon ressenti perso sur ma courte vie. J'ai l'impression que certains reportages, peut-être beaucoup plus à la télé qu'à la radio, versent de plus en plus dans le storytelling et vont mettre des musiques d'ambiance un petit peu pour coller au storytelling. Est-ce que vous avez cette même impression de cette évolution de la fabrication de l'information? Est-ce que vous avez une opinion sur cette évolution, si ça vous attriste ou pas? Et est-ce que cette évolution, si elle existe, perturbe un petit peu la qualité de l'info ou pas, selon vous? Moi, je trouve que c'est important de raconter une histoire, en fait, même quand c'est de l'info. Et quand on lit une enquête, par exemple, de Florence Aubenas, qui est grande reporter et qui a une écriture vraiment à elle, on est embarqué comme dans un roman. Donc, et pourtant, c'est de l'info. Il y a pas de, elle enjolive pas le truc. Donc, le storytelling, moi, je trouve qu'il est important parce qu'à un moment, il faut quand même accrocher l'attention. C'est comme ça. Le problème, c'est peut-être quand c'est trop. Moi, je me suis fait la réflexion il n'y a pas longtemps, je crois, devant peut-être un reportage d'Élise Lucet, où je me suis dit, oh là, c'est trop. Là, on nous parle comme à des bébés. Il y a une mise en scène du journaliste permanente qui veut nous embarquer dans son truc. Et je me suis dit, là, c'est trop pour moi, en fait. J'aurais préféré un peu plus de sobriété. Mais je sais pas, je me dis que c'est aussi selon les goûts de chacun. Et je pense que les vraies enquêtes très complexes qui sont difficiles à expliquer, sans cette forme de pédagogie aussi, on n'arrive pas à faire passer le message. Donc peut-être que c'est un mal nécessaire aussi à un moment. Je sais pas. C'est aussi un journalisme, parce que ce qui est intéressant d'observer, c'est que chaque culture a sa forme de journalisme. Et ça, c'est typiquement une écriture très anglo-saxonne, et qui existe aussi en radio. D'ailleurs, il y a un mot pour ça. Les gens, quand on croise des journalistes anglo-saxons, ils nous disent « Ah, j'ai une belle histoire à raconter ». Jamais moi, il me viendrait à l'idée de dire que je vais raconter une histoire. Je fais un reportage, je peux faire un portrait, je peux suivre quelque chose, mais mon code narratif, ça va pas être de raconter une histoire. Or ça, c'est très dans le vocabulaire des journalistes anglais. Et d'ailleurs, ils font de très beaux reportages comme ça. Où effectivement, si on écoute les reportages de la BBC, ils vont avoir un ton très surjoué, comme s'ils racontaient une histoire justement, comme s'ils parlaient d'un conte. Or, c'est un reportage d'actualité. C'est une forme en fait. Tant que le fond, moi, ce qui m'intéresse, c'est le fond. Tant que le fond reste fiable, certifié, la forme, à la limite, c'est pas qu'elle a pas de valeur, mais c'est que elle doit pas prêter trop au débat. On peut en être choqué d'ailleurs, hein, ou en être ému, mais tant qu'elle reste dans des clous. Enfin, moi, la méthode anglo-saxonne me gêne pas, par exemple. Oui, et pour compléter d'ailleurs, ça se voit beaucoup dans les podcasts. Maintenant, les podcasts sont à la première personne et on fait du journalisme à la première personne. C'est une journaliste qui va parler de son expérience et qui, du coup, va interroger un sociologue, un expert sur la situation qu'elle a vécue. Et je fais la référence au podcast ou peut-être une nuit qui parlait de l'inceste. Et c'est un podcast qui est à la première personne tout le temps. La journaliste parle de l'histoire de sa mère. Mais en fait, c'est ce format-là qui a permis de parler de ça aussi. Peut-être qu'aucun autre média n'aurait voulu de cette histoire et de ce sujet-là, parce que c'est très compliqué à traiter, et le podcast, à la première personne, permet d'en parler. Donc pourquoi pas? Bonjour, je suis professeure documentaliste dans un collège en réseau d'éducation prioritaire à côté du lycée Gallieni à Toulouse. Et donc on travaille, on a un gros module sur l'esprit critique et on travaille notamment sur le journalisme et la presse. Et pour vous faire un petit retour sur les représentations des élèves, c'est qu'ils trouvent que les médias traditionnels sont trop rébarbatifs, trop compliqués, trop lents, et que ce n'est pas leur monde, ça ne les représente pas, ça ne les intéresse pas. Et à la limite, comme la télé est allumée à la maison, ils vont regarder du coup BFM ou CNews et les bandeaux, ça leur plaît assez. Les bandeaux, c'est rapide, c'est immédiat. Et du coup, on a pas mal de mal à
à leur faire comprendre la plus-value journalistique amenée par des vrais journalistes. Et donc, on fait venir un journaliste. Mais voilà, donc c'était par rapport aux idées reçues, voilà, en schématisant évidemment, mais les idées, les représentations de mes élèves sur les médias traditionnels. C'est un truc de vieux, quoi. On peut pas lutter contre ça parce que moi-même, quand j'étais jeune, tout ce qui était info institutionnel me saoulait. Et je préférais avoir une forme dynamique, quelque chose de... Ça, on peut pas lutter contre ça. En revanche, ce qui est important dans l'éducation média, selon moi, c'est de leur montrer comment ça marche et comment c'est difficile d'informer. Et donc de leur donner les outils pour qu'eux-mêmes essayent. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est que quand ils vont voir la difficulté, typiquement ici, au lycée Gallieni, 2 élèves étaient persuadés que, alors pardon, j'ai peut-être oublié le nom, le lac de l'Aramée, c'est ça, il existe? Oui, tout à Ouais, fait. que le lac de l'Aramée était pollué. Et que donc, c'était pas possible de se baigner, que c'était un mensonge des autorités locales, il était pollué. Eh bien, on les a emmenés et on a fait une enquête pour voir si le lac de l'Aramée était pollué. Donc, c'est eux qui ont fait l'enquête. Donc, on leur a dit qui est-ce que vous voulez aller voir pour avoir. Donc, ils sont allés, ils ont fait un prélèvement de l'eau, ils l'ont emmené au laboratoire, ils sont allés interroger les experts, ils sont allés interroger des gens qui se baignaient et d'autres qui se baignaient pas. Et donc, ils ont fait une véritable enquête. Et c'est à l'arrivée, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas qu'ils écoutent Radio France. On sait très bien qu'ils n'écouteront pas France Inter. C'est pas le problème. Mais c'est qu'ils perçoivent à quel point informer c'est difficile et que surtout ils changent leur regard par rapport à leur manière de récolter l'information. Que finalement, maintenant, quand ils reçoivent une information, ils vont essayer de mieux savoir d'où elle vient. Ils vont pas se satisfaire de la lecture du bandeau parce que justement, on les met en garde contre ça. D'une information que, je sais plus qui, ce matin en ouverture, là, un élu disait, parlait des 45 secondes de temps de cerveau disponible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un élève ne pouvait se concentrer que 45 secondes. Bon, je sais pas d'où sort cette étude, hein, je ne l'ai pas vérifié, mais ça me paraît un peu bizarre. Mais en tout cas, il est sûr que le zapping, la culture du zapping dont parlait monsieur, est quelque chose qui est toujours répandu chez les jeunes générations et qu'il faut leur montrer que derrière cette culture du zapping, il faut être très 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 vigilant parce que ça peut, comme je le disais tout à l'heure, être un handicap dans leur développement personnel. Maîtriser les flux de l'information aujourd'hui, on intervient dans le parcours initiatique hein, sur ces questions-là. Clairement. Hein. Eric, on était complètement dans ce que tu disais en introduction, la nécessité de prendre le temps, multiplier les sources, challenger un peu son information, mais aussi l'apanage de la jeunesse, c'est j'ai pas le temps, enfin, je veux dire, faut que ça aille vite, quoi. Donc, ça vient peut-être avec l'âge. On peut parler peut-être même, enfin, nous, dans ce qu'on va voir au début, ils s'en moquent royalement hein, de nous. Hein. Vraiment, c'est même pas, c'est à peine une récré. Hein. Ils nous écoutent pas, hein, ils s'en foutent. Donc, il faut déjà aller les chercher pour leur faire comprendre qu'on est là dans leur intérêt. On n'est pas là pour leur faire un cours de journalisme ou pour dire, hé, regardez, c'est nous les gentils. Hein. Non, on n'est pas dans une posture défensive, on est dans une posture de hé, les gars, on est là pour vous, comprenez que c'est pour vous aider à maîtriser un truc qui peut être dangereux pour vous et dont vous ne maîtrisez pas encore les effets. C'est surtout ça qui est important. Oui. Et j'ai presque envie de dire, c'est pas grave. Effectivement, moi aussi, hein, quand j'étais au collège, je crois que l'info, c'était pas mon problème. Ou alors l'info people ou l'info sport, enfin les trucs qui nous intéressaient, quoi. Mais oui, alors effectivement, c'est ce que j'allais dire. Je voulais juste rajouter que nous, les étudiants qu'on a en école de journalisme et qui sortent du lycée, ils veulent devenir journalistes et ils s'intéressent pas plus que ça à l'info non plus. Donc on se rend compte qu'il y a des fois des choses très contradictoires, c'est-à-dire qu'on est dans le fantasme de vouloir devenir journaliste, mais qu'on est incapable de lire une enquête longue ou de regarder un reportage de plus d'1 heure et qu'on préfère les chaînes YouTube, et il y en a des très bien, c'est pas forcément une critique. Mais moi, j'ai l'impression que ça vient beaucoup avec le temps, enfin, cette passion de l'info, de savoir ce qui se passe, et d'avoir à la fois l'info brute, mais le désir d'avoir une analyse plus profonde, des points de vue différents, ça vient quand même avec la maturité, je pense. Alors, ne pas avoir la passion de l'info et vouloir devenir journaliste, c'est quand même antinomique parce que justement, on veut devenir journaliste pour de mauvaises raisons. C'est ce que je leur dis. C'est l'ego, c'est apparaître à l'écran, c'est la culture de l'ego, c'est plutôt ces questions-là. Mais sur le fait de devenir journaliste, pour moi, c'est un signal de la société. Enfin, moi, quand j'avais 15-20 ans, j'étais au lycée, tout le monde voulait devenir journaliste. Aujourd'hui, personne ne veut devenir journaliste. Ah, mais moi, je ne crois pas.
Je crois qu'il y a encore plein de monde qui veut devenir journaliste et c'est le gros paradoxe. Beaucoup moins qu'avant. C'est le gros paradoxe, c'est qu'on aime beaucoup taper sur les journalistes et en même temps, il y a toujours des gens qui veulent devenir journalistes. Et les écoles regorgent de futurs journalistes et d'étudiants. Il y a toujours des gens qui se présentent au concours. Donc peut-être l'émergence des nouveaux médias, type je n'arrive plus à me rappeler, vous savez, les médias qui n'existent que par les réseaux sociaux, par le... Les natives... les pure players, oui. Voilà. Ça, peut-être que c'est une nouvelle forme de journalisme qui est poussée, mais je vais laisser la part belle à quelqu'un du public pour une autre question. Je voulais justement rebondir là-dessus, sur le fait qu'il n'y ait plus grand monde qui, soi-disant, veuille devenir journaliste. Et je voulais savoir s'il n'y avait pas aussi la question d'une certaine culture anti-journaliste, alors une culture au sens large, dans le sens où il y a eu des débordements à certains moments, notamment avec, par exemple, BFM TV et CNews, notamment lors des attentats où ils avaient révélé l'hypercachère des gens intérieurs. Et ça on savait déjà dans les films américains, je parle beaucoup des films parce que moi je suis très cinéphile, les journalistes ont toujours une très mauvaise représentation dans les films. C'est toujours ceux qui vont faire tout et n'importe quoi pour avoir un scoop, qui vont braver le danger, qui vont mettre en danger tout le monde autour d'eux. Et puis là, dernièrement, je vais citer un film, je ne sais pas si tout le monde l'a vu, enfin je pense pas, mais c'est France de Bruno Dumont, où là, c'est vraiment un portrait au vitriol du journalisme, etc. Très exagéré. Ouais, voilà, donc je voulais savoir un petit peu... oui, c'est vrai que c'est un peu exagéré, mais je voulais savoir, parce qu'il y a la mise en scène aussi, le côté de la mise en scène revient toujours aussi un petit peu, vous en avez parlé aussi un petit peu tout à l'heure, donc voilà, je voulais savoir un petit peu, selon vous, qu'est-ce que cette culture-là, est-ce qu'il y a cette culture-là déjà, parce que moi c'est ma perception à moi, est-ce que pour vous elle existe, et est-ce que c'est quelque chose qui joue vraiment quand vous discutez de journalisme avec les gens? Moi, je peux faire une réponse très brève. Je suis peut-être dans ma bulle, mais quand je discute avec des étudiants qui ont envie de faire ce métier et quand je vois que tous les intervenants de l'école dans laquelle je travaille sont des journalistes passionnés par leur métier, d'une grande ouverture d'esprit, d'une grande intelligence, je me dis que, enfin, moi, je suis très optimiste. J'ai pas du tout l'impression qu'il y ait une vague anti-journaliste malgré les agressions, malgré les critiques. Mais les critiques sont parfois justifiées, donc. Voilà, moi je crois pas. Moi j'ai grande confiance aux futurs journalistes qui ont une haute idée de la déontologie, parfois plus que les anciennes générations. J'ai grande confiance dans les journalistes passionnés qui vont faire de l'éducation aux médias, qui viennent enseigner dans les écoles et qui enseignent les bonnes pratiques, le goût du travail bien fait, la rigueur journalistique. Donc voilà, encore une fois, je suis peut-être dans une bulle. Peut-être que je perçois pas ce dont vous parlez, mais moi je suis plutôt optimiste là-dessus. C'est une question sensible et essentielle parce que la critique qui apparaît dans les films américains, elle sort pas de nulle part. Je regardais un vieux film des années 80, l'autre jour je suis tombé dessus, Die Hard avec Bruce Willis, 58 minutes pour vivre. On a vraiment la caricature du journaliste putassier, pardon, il n'y a pas d'autre mot. Mais il existe. Il existe ce journaliste-là. Mais il est de loin, il n'est pas majoritaire, loin de là, mais il existe. Et c'est quand même la surface de l'iceberg qui est bien gênante pour notre profession. Tout comme, enfin en France, on a un exemple des années 80, peut-être pas connu ou oublié, enfin il y a une différence générationnelle là, mais c'est l'affaire Grégory. Pardon, mais alors là, le journalisme dans l'affaire Grégory a quand même montré de sales revers, quoi. On peut vraiment se questionner sur ce qu'a été le journaliste pendant l'affaire Grégory. Il faut être capable de faire son autocritique dans ce métier-là. Ça, c'est vital justement pour qu'on l'emporte. Je disais tout à l'heure, on n'est pas à l'abri d'erreurs. Dupont-Ligonnès, c'était il n'y a même pas 2 ans. Dupont-Ligonnès, on l'a retrouvé. C'est quoi cet emballement médiatico-policier? Parce que les sources policières ont quand même dit, on n'a pas rêvé, elles ont quand même dit. Sauf que le journaliste, même avec 4 sources policières différentes, il n'a pas les 10 sources policières, il y en a 4. Même avec ça, il aurait dû mettre le point d'interrogation. On aurait dû mettre le point d'interrogation, parce qu'on a commis la même erreur. Donc, on aurait dû mettre le point d'interrogation. C'est pas une science infaillible. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il faut être extrêmement vigilant sur ces questions-là. Mais là, ce sont des erreurs presque d'appréciation, d'emballement. Quand on parle d'égocentricité, puisque c'est là du scoop à tout prix, on essaye évidemment de fuir tout ça. Maintenant, sur l'anti-journalisme et la défiance, ça c'est encore autre chose, quoi, et qui est beaucoup dans l'ordre du ressenti. Parce que finalement, les gens qui attaquent les journalistes aujourd'hui dans les manifs anti-vax notamment,
C'est pas comme dans les Gilets jaunes, on a toujours dit que c'était les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, ils n'ont jamais fait d'acte de violence. Hein. J'en ai jamais connu, moi. Hein. C'est-à-dire que les Gilets jaunes, ils accueillaient pas à bras ouverts les journalistes, certes, mais il y avait de la pédagogie, on s'insultait pas, on n'a pas envie de vous parler, on vous aime pas, mais au moins, micro fermé, on discutait. Les violences dans les manifs Gilets jaunes, c'était les Black Blocs, sur les Champs-Élysées notamment. Là, les anti-vax, c'est ni les Gilets jaunes ni les Black Blocs, c'est monsieur tout le monde qui d'un seul coup, on ne sait pas pourquoi, va devenir tout rouge et va s'en prendre à un journaliste de 30 ans. Ils vont venir à 3 ou 4, c'est plus simple, pour l'houspiller, la bousculer et la traiter de collabo et tous les noms. On va se pointer à 200 devant une radio locale de Radio France et on va les canarder d'œufs pourris. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un reportage qui leur a déplu, la belle affaire, parce qu'on n'a pas raconté leur réalité telle qu'ils la percevaient eux. Mais c'est pas notre boulot. Quand on voyait sur Facebook dire que le direct c'est la vérité, c'est faux. C'est faux. Voilà quelque chose qui a été très infusé aussi dans les esprits. C'est pas parce qu'on est en Facebook Live qu'on raconte la réalité. Parce que la caméra, elle va filmer monsieur, mais elle voit pas ce qui se passe ici. La caméra, elle va filmer un certain temps, mais elle voit pas ce qui se passe avant et après. Le journalisme, c'est contextualisé. On n'est pas là pour raconter la réalité d'un individu. On est là pour raconter la réalité collective. Et la réalité, qu'est-ce que c'est? La réalité, c'est déjà une notion bien subjective. Essayer de s'approcher au plus juste de quelque chose qui soit proche de la réalité. C'est là toute la complication de l'affaire. Oui, je voudrais revenir sur un événement récent. C'est l'interview d'Éric Zemmour par Laurent Ruquier et Léa Salamé. Bon, je ne sais pas où on a vu que Laurent Ruquier était un journaliste. Et je ne l'ai pas vu, j'ai vu que des morceaux, mais ça m'a affligé de voir la façon dont c'était traité. C'était un petit peu cousu de fil blanc pour Éric Zemmour qui avait juste à mettre la pancarte, bah, vous faites partie de la pensée dominante et regardez comment vous me traitez. Et j'ai vu un fil sur Twitter qui disait, mais là on s'est complètement gouré sur la façon d'interviewer Zemmour. Et il lui fallut peut-être lui demander comment il comptait appliquer son programme concrètement, quoi. Donc ma question, elle est déjà, qu'est-ce qu'a été faire Léa Salamé dans ce bourbier? Et la deuxième, c'est est-ce que, de mémoire, vous vous souvenez d'une interview qui a pu changer l'opinion publique des gens, faite par un journaliste? Voilà. Non, des interviews qui changent l'opinion publique, c'est prêter bien des pouvoirs aux journalistes, là. C'est pas l'interview qui va changer l'opinion, c'est ce que dira le politique. Oui, mais ça doit être tous les jours, ça. Ça doit pas être une interview, ça doit être tous les jours et pas seulement sur le corps politique. Là, ce que vous dites, c'est les boulevards déroulés aux politiques, mais ça, c'est le problème de l'infodivertissement, quand ce ne sont pas des politiques qui font... vous voyez même un journaliste, qui n'est pas un journaliste d'ailleurs, comme Yann Barthès dans Quotidien, qui démonte assez astucieusement tous les jours les mécaniques du journalisme. Mais quand eux, ils essayent d'en faire, ils tombent exactement dans le piège qu'ils dénoncent au quotidien. Donc ils ont arrêté d'en faire. Ils ont décidé de ne pas faire d'interview politique cette année. C'est plutôt bien vu parce que tout le monde va en faire et tout le monde va être rasé, donc ils vont pas en faire. Mais pourquoi ils décident aussi de ne pas en faire? Parce qu'à chaque fois, ils voient les limites. Ils voient à quel point c'est compliqué. Et là, ça va être vraiment une donnée essentielle, parce que nos journalistes, on les incite à le faire, qui vont faire des interviews politiques, il faut qu'ils soient béton sur tout, pour pas se laisser balader. Ça suppose une grande culture. Quand vous parlez d'Éric Zemmour, il n'a pas de contradicteur. Quand il balance ses arguments à base de grandes citations, il passe pour un homme érudit, ce qu'il est. Mais on peut très bien lui opposer d'autres citations si seulement on avait le background en face. Mais il n'y a pas de contradiction. Il faut avoir, non pas l'esprit de contradiction par principe, mais il faut avoir le background de la culture générale pour ne pas se laisser embarquer par quelque chose qui va vouloir nous embarquer dans son chemin, pour justement qu'on reste dans un domaine qui soit neutre et qu'on soit aussi dans l'interview. L'interview ne doit pas être forcément agressive. Vous voyez, dès que un journaliste est agressif avec un homme politique, ça lui retombe tout de suite dessus. Mais vous ne lui laissez pas le temps de parler, mais vous le coupez, mais c'est vous. Donc, le rôle du journaliste, c'est vraiment de poser la question précise qui va amener l'autre à apporter une information, mais qui ne soit pas une désinformation.
c'est vraiment un dosage qu'il faut trouver et qui n'est pas simple. Et le citoyen, quoi qu'on en dise, il est de plus en plus informé. Moi, je fais le pari de l'intelligence des auditeurs et des citoyens qui nous écoutent. Parce que tout ce bruit qu'on entend là, avant on parlait beaucoup de la majorité silencieuse et on disait, oh ben celui-là, il dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Aujourd'hui, on est dans l'inverse. C'est la minorité qui est bruyante. Et finalement, typiquement sur le débat anti-vaccin, ceux qui sont favorables au vaccin, ils ne vont pas descendre dans la rue. Ils ne vont pas aller sur Internet pour dire leur opinion. Ils se taisent. Et donc, on voit simplement un espace sur les réseaux ou un espace public qui est occupé par ceux qui sont opposés à ça, qui vont taper, qui vont manifester. Moi, je n'interviens pas dans ce débat-là en tant que commentaire pro ou anti-vax. Je constate simplement ça, c'est tout. Donc, c'est pour dire que je crois vraiment que le citoyen, il est informé, bien plus qu'on ne le pense, et que avoir une condescendance par rapport à ceux qui pourraient critiquer les médias, je trouve ça dangereux. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on ne fait pas son autocritique et que je ne cesse de favoriser l'autocritique parce que, encore une fois, on n'est pas exempt de tout reproche. Que s'il y a un tel ressenti négatif à notre égard, c'est qu'il y a aussi des choses sur lesquelles on doit travailler. Pour revenir à l'interview de Zemmour, moi j'ai fait le choix de ne pas la regarder. Vraiment, je n'ai pas envie de voir ça. Par contre, je vois beaucoup de commentaires et d'analyses qui disent qu'on est en train de refaire en France ce qui a été fait aux États-Unis avec Trump. C'est-à-dire que les médias ont largement contribué à l'élection de Trump et que les journalistes actuels ne se rendraient pas compte, en fait, de la tribune qu'ils laissent à Zemmour. Moi, j'ai pas assez de recul, je sais pas. Mais par contre, je pense qu'il faudra attentivement regarder ce qui se passe et voilà, moi je pense que c'est peut-être tôt là pour se faire une opinion. Il n'a pas, je crois pas, déclaré sa candidature. Non, voilà. Donc c'est difficile de lui demander comment il va appliquer son programme, en l'occurrence pour les personnes qui l'interviewent, puisqu'il n'est pas encore candidat officiellement. Mais il faudra être attentif et peut-être critique aussi. On verra par la suite. Non, mais là où monsieur a raison, c'est quand il parlait de Laurent Ruquier. Le danger, c'est ça, c'est l'infodivertissement. Des gens qui vont faire des interviews et qui vont forcément dérouler un tapis rouge. Michel Drucker n'a rien de méchant. Michel Drucker, mais un politique qui va chez Michel Drucker, c'est du pain béni. Il sait très bien que l'autre sera bienveillant avec lui et qu'il pourra dire tout ce qu'il voudra. Donc il ne sera pas attaqué. Les politiques aujourd'hui vont préférer ce genre d'émission, aller dans un débat animé par des journalistes parce qu'ils savent qu'ils vont être bousculés par les journalistes. Il y a ça aussi. D'ailleurs, Marion Maréchal Le Pen est en une de Closer, je crois, ou de Voici. Voilà. Vous avez évoqué tout à l'heure, monsieur Valmire, l'autocritique que le journaliste se fait à lui-même. C'est un peu... Voilà. Désolé pour la forme. Et là, vous parlez de l'information divertissement. Et justement, je voudrais que vous puissiez aborder cette ligne assez fine entre l'info et le divertissement. Et j'ai en tête certaines interventions de Guillaume Meurice sur des thèmes comme le glyphosate ou autres, où c'était fun, mais scientifiquement c'était faux. Est-ce que en off, il y a quelqu'un qui lui dit que c'était fun, mais il est là pour faire du divertissement, mais en même temps, on est un peu borderline sur divertissement info et ça serait bien que ça soit corrigé un jour, ou est-ce qu'il a carte blanche et tant pis? Et là, c'est pas pour... parce que moi, très honnêtement, je suis là pour répondre à vos questions. Je suis pas venu ici pour... non, mais c'est pour vous dire que là, ça sort de mon domaine de compétences. Parce que Guillaume Meurice est un humoriste qui intervient dans la production par Jupiter, et c'est pas le champ de l'information. Alors typiquement, Guillaume Meurice, il s'amuse à parodier le journaliste. Donc tout va être deuxième degré dans ce qu'il fait. Donc il aura beau jeu de dire, mais moi je fais pas des choses sérieuses, j'ai jamais dit que ce que je disais était vrai. Donc c'est là où on est dans un autre domaine qui est plus compliqué, qui est l'humour. Non, mais c'est pas que de l'humour. Non, je sais bien. Oui, mais il n'est pas dans un JT, quoi. Il est dans une chronique humoristique. Non, mais...
Mais pour reprendre, alors je vais élargir la question et l'amener dans mon domaine de compétences qui est l'info et le journalisme. On a une culture scientifique défaillante quand même. Hein. Je veux dire que là, typiquement, on peut se laisser embarquer facilement. Et on l'a vu d'ailleurs dans la crise sanitaire, hein, et on travaille beaucoup sur ça. Nos journalistes, en ce moment, ils font des formations de culture scientifique. Parce que là, franchement, on avait des gens qui disaient des choses devant nous, on ne savait pas. Hein, et c'est là où la critique du journalisme peut s'opérer, en effet. Mais le problème, c'est qu'on voulait des réponses tout de suite. Parce qu'on était face à quelque chose qui était inédit et qu'on ne maîtrisait pas. Au revoir, messieurs. Et donc, à un moment, il faut savoir dire on ne sait pas. On est face à un truc nouveau, on ne sait pas. Le problème, c'est que vous allez chez votre médecin et il vous répond je ne sais pas ce que vous avez, vous allez voir un autre médecin. Parce que dans ces moments-là, on a besoin de certitude. Et on préférera une réponse, quelle qu'elle soit d'ailleurs, plutôt qu'un je ne sais pas. Or, il faut savoir dire je ne sais pas. Les politiques, les scientifiques, les journalistes, je ne sais pas. On dit toujours que c'est le fait qui prime et non pas la croyance. Eh bien, quand le fait est indéfini et inédit, il faut savoir prendre la distance et dire, là pour le moment, je ne sais pas, on attend un peu, il faut surtout se poser les bonnes questions. Voilà, et on a vraiment vécu une période pour nous tous. Moi, j'avais quand même des gens qui... je finis vite. Des gens qui m'appelaient dans les 15 premiers jours du confinement, mais j'étais saturé de coups de fil pour me demander si j'avais des infos, ce qu'on devait faire. Non, on est journaliste, on est citoyen comme les autres. Je ne suis pas médecin. Les politiques n'en savaient pas plus que nous. On était tous perdus, quoi. On était tous perdus. Et notre époque avait besoin de réponses. Alors là, c'est un terreau pour la désinformation qui était inouï, quoi. Oui, alors apparemment c'est la dernière question, j'essaie de bien la poser. Vous avez parlé de l'autocritique des journalistes et surtout je voulais savoir pour vous, alors vous en avez abordé déjà quelques-unes, c'est-à-dire quelles sont les critiques que vous acceptez en tant que telles, que vous acceptez, sur lesquelles vous acceptez de vous remettre. Oui, mais il y en a certaines, on a bien vu qu'elles étaient pas recevables. Et surtout je voulais savoir, voilà, est-ce que la proximité un peu... la proximité vraiment entre certains journalistes et les politiques. Est-ce que les critiques qui sont adressées, notamment, je pense à un autre film comme les Nouveaux Chiens de Garde, par exemple, est-ce que ça, c'est des critiques que vous entendez Voilà, c'est vraiment la différence. Enfin, quelles sont les critiques que vous, vous faites en premier lieu à votre propre milieu, en gros? À moi, quelle critique je devrais donner aux journalistes? Et oui, voilà, et peut-être aussi le manque de diversité sociologique, peut-être du milieu. Voilà, etc. Alors, ce sont des sujets sur lesquels je travaille avec vraiment très fortement. C'est-à-dire que je veux plus de diversité dans les rédactions. Et diversité, je travaille sur 3 chantiers qui sont l'origine sociale, le handicap et la ruralité. Et je veux vraiment qu'on ait des journalistes qui soient issus de ces milieux, non pas d'ailleurs pour que les gens qui viennent de la grande ruralité parlent du problème rural, que les gens qui viennent de banlieue parlent des problèmes de minorité en banlieue, et que la personne de handicap vienne faire un topo sur le handisport. Non, c'est leur regard sur tous les autres sujets qui m'intéressent. Parce que c'est précisément ça qui manque aujourd'hui. Mais ça va prendre du temps. Donc on travaille beaucoup sur les filières d'alternance, en essayant de passer par les relais d'associations, les maisons de quartier, les associations au milieu agricole, en ruralité, parce que le rural c'est pas que l'agricole. Donc toutes ces questions-là, on essaie de les aborder. Et sur le politique, pour répondre à la première question, c'est dangereux d'être journaliste politique, mais ils le savent tous. Hein. C'est dangereux parce que quand vous vivez tout le temps avec un candidat que vous suivez partout, on est des êtres humains. Et donc, c'est pas qu'il y a une affection naturelle qui se noue, mais quand vous êtes embarqué à suivre un candidat pendant toute une campagne, forcément, vous avez toutes les nuances qui apparaissent et il faut vous... Et puis, le candidat est malin. Il essaye évidemment de jouer la carte de l'affection avec les journalistes qui le suivent. Enfin, ça dépend lesquels, hein, parce que quand vous représentez Radio France, il y en a 2 ou 3 qui vous aiment pas, mais d'une manière générale, il y a comme ça un aspect naturel. Donc, cette fibre humaine, il faut presque s'en méfier, quoi, quand on est journaliste politique. Et puis, même si c'est peut-être pas très bien de dire ça, mais déjà, c'est une profession où il y a beaucoup d'ego, en fait. Et le problème, c'est que
parfois ça prend le pas, notamment au moment de prendre des décisions importantes qui concernent l'information. Et en fait, je trouve qu'il y a beaucoup trop de rédactions où les gens qui sont aux manettes ne sont pas les plus compétents, mais probablement ceux qui avaient le plus gros ego. Donc, parce que souvent c'est celui qui parle le plus fort qui gagne. On a à la tête des rédactions des gens qui ne sont pas forcément de bons journalistes, et ça, c'est un problème. Voilà. Et on finira là-dessus. Éric Valmire, Sophia Rutunian, merci beaucoup à vous deux. Merci. Je pense qu'on peut les applaudir. Merci beaucoup. Merci, merci également à vous toutes et tous d'avoir posé plein de questions, animé les débats. Vous m'avez mis au chômage, mais ça fait du bien aussi d'être au chômage. Voilà, en tout cas, c'était une très belle conclusion sur toute cette journée. On a cassé pas mal d'idées reçues. Et n'oubliez pas, si vous pensez que je suis idiot parce que c'est marqué sur mon t-shirt, c'est que vous faites déjà un préjugé. Quoique. Allez, bonne soirée à tous.